Pour beaucoup d'entre nous, le château de Bournazel est considéré comme l'un des grands monuments de la Renaissance française. Grand monument du XVIe siècle, et lorsque nous arrivons ici, vous le voyez, ce grand portail, bâti au milieu du XVIe siècle, témoigne de la qualité de cette architecture. Et lorsqu'on ouvre cette porte, apparaît en perspective ce château construit dans les années 1540-1560. Mais ce que vous remarquez aussi en franchissant cette porte, c'est bien évidemment que cette construction n'est pas toute du XVIe siècle, qu'on y retrouve énormément d'éléments du Moyen-Âge. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à venir après moi découvrir toutes les étapes de ce château dans sa construction et bien évidemment donc de s'arrêter plus longuement sur ce beau château de la Renaissance. Si vous voulez bien me suivre. Donc comme vous le remarquez, ce château est une grande construction du Moyen-Âge avec ses tours imposantes. Et puis se développe à l'arrière-plan cette construction de la Renaissance dont on vient de parler et qu'on va voir en détail. Ce qu'il faut avoir en tête lorsque l'on pénètre ici, c'est que la majesté et la puissance de ces tours qui ont été construites donc à peu près entre le XIIe et le XIVe siècle, pour l'époque d'achèvement, eh bien, sont les derniers vestiges de ce grand château féodal qui appartenait à la famille des Mansip et qui, par mariage, est arrivé donc dans la famille de Buisson, c'est-à-dire les bâtisseurs du château. Voilà, donc si nous devions évoquer très rapidement les grandes dates historiques qui caractérisent cette construction, il faudrait d'abord remonter au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XIVe siècle, avec une logique de protection, de fortification, que l'on va retrouver pratiquement jusqu'aux guerres de Cent Ans, puisqu'on le sait, Bournazel a été une sorte de fief un petit peu protecteur qui permettait à tous les paysans alentours de venir se réfugier lorsque arrivaient donc dans le Rouergue ces bandes noires qui, comme vous le savez, eh bien, déferlaient sur la province et surtout donc ensanglantaient, violaient et puis agressaient pratiquement tout le monde. Au XVe siècle, vous le voyez derrière moi à travers cette très belle baie à meneaux, se crée un premier logis qui est celui de la famille Mansip, qui est récemment anobli et qui vient s'installer dans cette demeure. Deuxième époque importante, donc après ce long Moyen-Âge, c'est donc l'acquisition par mariage, comme je viens de vous le dire, de la propriété, de l'ensemble des terres et de ce château féodal, l'acquisition donc par Jean du Buisson, qui va lancer, à partir des années à peu près 1535-1540, un grand chantier de rénovation qui va permettre la construction d'une aile de logis moderne, donc dans le goût de la Renaissance, qui elle-même sera complétée quelques années plus tard par une seconde aile que l'on verra tout à l'heure, qui correspond donc plutôt à une aile de réception et un petit peu moins de logis. Et enfin, troisième étape importante, c'est bien évidemment donc les lendemains de la Révolution française. Le château va être à partir de là en partie incendié. L'aile qui se trouve donc complètement à l'est brûlera totalement, l'escalier disparaîtra, une partie de l'aile nord sera elle aussi incendiée, les archives disparaîtront à ce moment-là, et puis surtout donc s'ouvrira une période assez trouble au XIXe siècle, où finalement donc le château, d'abord laissé à l'abandon, ensuite racheté par le marquis de Marigny, sera transformé, en partie donc abattu pour son aile est, pour éviter donc des chutes de pierre malencontreuses depuis l'incendie. Et le château deviendra une sorte de demeure un petit peu de style troubadour, de style un peu romantique, avec notamment donc ces ruines qui resteront présentes autour de la demeure. Et enfin, dernière étape du château, l'achat dans les années 2007-2008 du château donc par deux particuliers, propriétaires privés, qui décident de meubler le château façon XVIe siècle, de retrouver l'aspect qu'il avait au XVIe siècle et lui rendre un petit peu sa gloire. Le parti pris des propriétaires était de réaliser non pas cet ensemble cohérent et complexe, mais au contraire de réaliser au départ un grand logis moderne avec toute la qualité que l'on pouvait retrouver donc dans ces années 1540, c'est-à-dire une architecture inspirée de l'Italie, inspirée du Val-de-Loire, inspirée bien évidemment des premières constructions de François Ier en Île-de-France, et par conséquent une ordonnance et une composition relativement belle et soignée. Et ce que vous remarquez, c'est que cette façade est très ordonnancée, avec des colonnes en partie engagées, cannelées, qui se superposent les unes sur les autres, et puis surtout donc, ces grands décors de frises sculptés, très riches, sorte de spécificité de Bournazel, dont on dira un mot tout à l'heure, et qui ont l'avantage de présenter, donc, avec ces grandes fenêtres et ces petites fenêtres, des ensembles qui correspondent à peu près à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un appartement, mais ce qui s'appelait plutôt à l'époque une chambre et une antichambre ou une arrière-chambre.
ces métopes vont s'inspirer de tout un répertoire assez à la mode au XVIe siècle, fait à la fois de référence aux œuvres de l'Antiquité et aussi aux ouvrages un petit peu à la mode, ce que l'on appelle des emblèmes moraux, les emblèmes étant des illustrations de grands principes à la fois intellectuels et savants. Et chaque image, par conséquent, n'est pas pur décor, mais chaque image, au contraire, raconte quelque chose. On a en face de nous, entre ces deux ailes de composition, à peu près 80 métopes. Ce qui est intéressant, c'est que chaque métope va raconter un petit bout de la culture de ses propriétaires. Parce qu'il y a une chose qui est tout à fait étonnante à Bournazel, c'est que sur l'ensemble du château, n'apparaissent nulle part l'arme et le blason des buissons. Tout simplement parce que les buissons, au lieu d'exprimer leur noblesse à travers un blason, ont préféré créer un immense rébus dans lequel ils ont essayé de se raconter. C'est pour cela qu'on voit des références comme par exemple à l'homme qui a une sorte de voile sur la tête, c'est-à-dire l'homme qui essaie de sortir de l'ignorance. Un peu plus loin apparaîtra l'image d'un vieillard. On sait que l'image du vieillard, c'est une image plutôt récente qui est censée évoquer donc plutôt les arts du dessin, le savoir passé, etc., qui va être cantonné par deux objets complémentaires comme ces rondages, ces demi-boucliers qui vont évoquer plutôt la force. Il n'y a pas de chronologie précise. Souvenons-nous aussi que pendant le XVIe siècle, l'art du rébus est à la mode. Partout, dans les cours, dans les salons, dans les rencontres nocturnes, on crée les rébus, on essaie de s'inventer des petites histoires et les Buissons n'ont pas fait du tout de différence avec cette période. Ils sont bien dans leur temps et ils racontent à leur manière qui ils sont. Alors on ne peut pas décrire une à une toutes ces métopes, ce serait beaucoup trop long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en combinant un petit peu toutes ces thématiques, on comprend finalement que les Buissons ont raconté une chose tout à fait importante. Ils ont donc comme arme, comme par hasard, un buisson qui est toujours verdoyant. Sur son arme d'azur, au buisson de Sinople, apparaît une devise, Semper Virens, toujours jeune, toujours fort, toujours verdoyant. Et c'est-à-dire qu'ils ont raconté cette vigueur qu'ils avaient en eux. Et pour eux, le fait d'être toujours jeune et toujours verdoyant, toujours brave, c'est bien évidemment donc un modèle.